Salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva, le rendez-vous des supporters de l'Olympique de Marseille qui seront à l'honneur ce soir aux quatre coins du monde. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le voir dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page OM Nation Genève sur Facebook, Instagram et Twitter. Sans plus attendre, le programme de ce talk. Nous allons revenir dans une première partie sur cette défaite à Monaco, 3-1. Le quatrième revers consécutif. Était-ce au final une nouvelle défaite inévitable? Le mercato de l'OM a bien commencé. Longoria est-il aux grandes manœuvres? La révolution est-elle en vue? Comment tenter de sortir de cette crise? Nous allons tenter de trouver les recettes pour y parvenir. Les joueurs en bref, le jeu des pronos et le dossier de la semaine consacré aux supporters de l'OM, la puissance marseillaise. Pour m'accompagner, l'équipe du OM Talking Geneva est au grand complet. Raph, Nathalie, Christopher, Flo et Richard sont avec moi. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. Et comme je vous ai dit, c'est un talk consacré aux supporters, consacré aux OM Nations. Nous allons accueillir les nouveaux OM Nations présents dans le monde. Donc, nous serons tout d'abord avec Isabelle, la vice-présidente de l'OM Nation au Ballas. Salut à toi. Avec Olivier, co-responsable de l'OM Santiago. Salut à toi, bienvenido. Bonjour, bonsoir à tous. Muchas gracias. Et avec Elliot, co-responsable de l'OM Nation Bruxelles. Bienvenue à toi. Oui, bonsoir à tous, merci. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans l'OM Talking Geneva. Bienvenue dans l'OM Nation également. Bravo à vous tous d'avoir monté vos fan clubs dans le monde. Et bienvenue dans la famille OM tout simplement. Allez, on commence ce talk en parlant de cette défaite à Monaco, 3-1. Une quatrième défaite lourde. Je vais commencer avec toi, Richard. Cette défaite qui est lourde dans les têtes, qui est lourde au niveau comptable. Alors, l'OM avait ouvert le score et mené 1-0 à la mi-temps et s'est fait rejoindre dès le début de la seconde période, à la 47e. Un deuxième but à la 75e sur un corner qui n'existait peut-être pas. Mais au final, l'OM perd un quatrième match. Alors, est-ce que pour toi, c'était une défaite qui était déjà écrite avant le début? Non, moi personnellement, même j'avais diagnostiqué un réveil de notre équipe et c'est ce qui s'est un petit peu passé au début du match avec ce magnifique but de Radonjic qui nous donne l'espoir toute la première mi-temps, puisque finalement, à la mi-temps, on est bien placé. On arrive en deuxième mi-temps, on s'endort complètement et on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Donc, voilà, sur la première mi-temps, il y avait matière pour gagner le match, voire faire au moins un match nul. Ça devient incompréhensible. On ne sait plus, on sait pas ce qui se passe. Ça doit être sûrement interne à l'équipe. C'est difficile de l'extérieur d'arriver à comprendre ce qui se passe, mais c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Et au cadre, ils donnent l'impression qu'ils n'ont pas envie, sur la deuxième mi-temps notamment. Donc, c'est ça qui est grave. Mais sur le contenu du match, tu trouves le résultat logique au final? Logique dans le sens où en deuxième mi-temps, on lâche, alors qu'en première mi-temps, on était bien placé. On tenait la baraque comme il faut. On a eu plusieurs actions. On marque un magnifique but, donc on les met en difficulté. On les voyait douter, les Monégasques, en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on arrive, c'est un tout autre match et c'est Monaco qui prend l'ascendant et nous, on n'était plus là. Donc, c'est un match terrible parce que c'est un espoir qui est déchu. Ok, merci Richard. Je vais venir vers toi, Raph. Tu voulais nous parler de la réaction des joueurs marseillais qui auraient, selon toi, rendu cette défaite inévitable. Alors oui, moi je trouve je pense qu'il faut analyser ce match vraiment en deux temps. C'est le début de match qui est quand même assez bon de la part de l'OM. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu ce but de Radonjic. Et après, on s'est dit, Monaco est dans une période de doute, ça se voyait. Mais l'OM a laissé le ballon aux adversaires et les a laissés reprendre confiance. Et voilà, dès la 30e minute, on sentait que l'OM n'avait plus l'emprise sur ce match. Et c'est là où c'était dommage, parce que quand on marque un but, généralement, après, on va appuyer dessus, on va essayer de prendre l'avantage encore plus. Et là, l'OM a fait tout le contraire. C'est qu'ils ont laissé le ballon et ils se sont laissés dominer.
Et moi, il y a vraiment un truc qui est aberrant dans cette équipe, je trouve, qui rend vraiment chaque défaite, on sait qu'on va perdre du coup. C'est le manque d'envie que les remplaçants amènent. On voit les joueurs qui rentrent, il n'y a aucune envie qui est montrée, à part Milik qui a tenté d'essayer de combiner des fois, mais enfin, il n'y a pas de volonté de jouer. C'est aberrant. Donc, pour toi, cette défaite est aussi due au mental de cette équipe qui est complètement inexistant en ce moment, quoi. Alors, je ne pense pas qu'il est inexistant parce qu'on a senti qu'il y avait quand même un sursaut d'orgueil en début de match, mais ensuite, ça a été catastrophique. Moi, je me suis dit, c'est peut-être le déclic, et finalement, il n'y a pas eu de déclic dans ce match. Alors, on va aller voir Isabelle au Bala, voir un petit peu son ressenti de cette défaite. Isabelle, est-ce que pour toi, c'était une défaite qui est logique au final? En fait, ici à Obala, dans la première mi-temps, nous avons vu que les joueurs dominaient assez le match et ils avaient une certaine agnac par rapport aux Monégasques. Mais dans la deuxième mi-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais quand on regarde par la suite, on sent qu'il y a un malaise dans notre vestiaire, dans le vestiaire de l'OM. Et c'est vraiment décourageant pour nous, les supporters de Marseille. Parce que par la suite, on se fait un petit peu crier dessus par les supporters des autres équipes, en particulier ceux de Paris, qui généralement viennent assister à la projection de nos matchs dans notre QG. Alors, je veux revenir sur ce que vous disiez. Vous parlez d'un malaise. Pour vous, le malaise, il est où? Il est au sein des joueurs, entre les joueurs. Vous pensez qu'il y a une mauvaise entente, que certains joueurs ne s'entendent pas entre eux? Oui, exactement, exactement. On le sent dans les vestiaires. Il faut que ça change parce que nous, après, on n'arrive pas à vivre ça. On n'arrive pas à vivre ça. S'il y a un malaise, ils n'ont qu'à régler ça hors des terrains de jeu. Alors, on va continuer dans cette émission. On va parler maintenant de notre directeur du football, Pablo Longoria. Alors, le mercato est déjà bien commencé avec l'arrivée de Paul Lirola, de Milik et puis du jeune Italien qui est arrivé aujourd'hui. Donc, est-ce que la révolution est en marche? Pablo Longoria a-t-il vraiment pris les clés de ce secteur sportif? Raph, je vais commencer avec toi, que tu voulais nous parler de Pablo Longoria, déjà en nous faisant peut-être un comparatif avec son prédécesseur. Oui, voilà, j'ai voulu prendre comme point de repère le premier vrai mercato des deux directeurs sportifs, des deux derniers directeurs sportifs de l'OM. Donc le premier de Zubizarreta, c'était en hiver 2017 quand le club a été repris. Et celui de Longoria, j'ai voulu prendre celui-là, ce mercato d'hiver, parce que le mercato d'été, qui était un peu plus rallongé, il arrivait en plein milieu, il n'a pas pu totalement imposer sa vision, tout ça. Donc en 2017, Zubizarreta fait débarquer sur la canebière Morgan Sanson pour 12 millions, dont 3 de bonus. Dimitri Payet, qui était le transfert du club, pour 30 millions. Patrice Evra, qui avait été libéré par la Juventus, ainsi que Grégory Sertic, un flop intersidéral, qui a quand même coûté 2 millions en transfert. Donc ce premier mercato, il y a 44 millions. Mais là, par contre, Zubizarreta avait tous les moyens qu'il voulait. Alors que là, Longoria, on voit qu'il y a plein de petites astuces qui ont été faites. Il y a un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros pour Paul Lirola, un de 8 millions d'euros pour Arkadiusz Milik, et enfin, il y a cet échange avec Marley Ake pour environ 8 millions, ce qui fait un total de 31 millions, ce qui est quand même très raisonnable, et ce ne sera pas quelque chose qu'on va payer tout de suite, ce sera plus tard. Donc, j'ai vraiment envie de dire, il y a un peu plus d'efficacité de la part de Longoria parce qu'il a ciblé les postes et il a recruté en fonction. Mais aussi, j'ai envie de dire qu'il a fait preuve de plus d'efficience. L'efficience, c'est simple, c'est de l'efficacité sans forcément utiliser des moyens énormes. Donc, voilà, j'ai envie de prendre comme exemple juste le petit cas de Milik qui a été très intelligemment réglé. Milik était en fin de contrat et s'il ne partait pas tout cet hiver du Napoli, il allait partir cet été à la Juve ou à l'Atlético. Or, Longoria lui a dit écoute, tu prolonges ton contrat au Napoli et nous, on te fait
un prêt avec option d'achat d'1 an et demi, où il me semble que l'une des clauses, c'est que si l'OM gagne 1 point, l'option d'achat devient obligatoire. Mais l'option d'achat deviendra obligatoire à la fin du prêt, c'est-à-dire dans 1 an et demi, quand l'OM aura les finances. Et là, on ne le payera que 11 millions maximum, au lieu de peut-être la saison dernière où il valait 30 ou 40 millions. Ok, Raph. Et on a vu aussi que Longoria, dans ses plans, anticipait également pour la saison prochaine. Il recrute pour maintenant, pour les besoins du terrain d'aujourd'hui, mais il pense déjà à la saison prochaine. Oui, je pense que Longoria est une personne très intelligente et il a vu que cette année, l'OM n'aura sans doute pas les moyens d'atteindre l'objectif initial qui était la Ligue des Champions. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il recrute des joueurs à fort potentiel et pas trop chers cet hiver. Et ce qu'il va faire, c'est que son but, c'est quand même de les intégrer petit à petit dans l'effectif pour que quand on démarre la prochaine saison, ils soient directement impliqués et aussi qu'ils puissent faire une préparation estivale complète. Et là où il prépare aussi la saison, c'est qu'on voit AVB qui commence à être un peu malmené ou être un peu en difficulté. Et ben Longoria, au lieu de se dire, tiens, j'attends cet été de voir ce que ça donne, les résultats, et ben, je me penche déjà, et comme ça, je peux déjà préparer mon recrutement. Par exemple, on parle des rumeurs de Lucien Favre. Ah, bah lui, il faudrait plus tel type de joueur si je le prends. Par contre, il y a une autre rumeur qui sort depuis quelques jours, c'est Maurizio Sarri. Donc, ce n'est pas le même style, donc ce ne sera pas les mêmes joueurs. Donc, je pense que Longoria a vraiment cette volonté de préparer l'avenir, la saison prochaine, mais aussi sur plusieurs années. Alors, Flo, Raph vient de nous dire que Longoria a préparé la saison prochaine. Est-ce qu'il préparerait également le futur en se penchant aussi sur le centre de formation, le staff est-ce que c'est aussi dans ses projets, tu penses? Alors oui, en plus de la rumeur sur la possible venue de Sarri ou de Favre, il y a deux autres rumeurs qui concernent un peu le centre de formation et le club. Il compte faire un projet Masia, c'est-à-dire de continuer sur la lancée actuelle ce qui se passe avec le centre de formation, mais pour ne perdre vraiment aucun talent marseillais. Et avec ça, il se ferait une base de futures équipes de l'OM. Donc, ça partirait des équipes jeunes, donc à peu près U7, U9, jusqu'à même aux équipes premières, aux équipes pro, que ce soit la Nationale 2 ou l'équipe 1. Il y a un autre projet aussi que Longoria voudrait mener, c'est de démanteler un peu la cellule de recrutement pour mettre son réseau à lui, pour que ça marche beaucoup mieux. Donc, c'est une info de Simone Rovera, par contre, celle-là. Alors, chers amis d'Instagram, la première partie de cette émission est terminée. Vous connaissez le rituel. Vous pouvez nous suivre sur YouTube pour visionner toute cette émission. Vous ne le regretterez pas. C'est un superbe OM Nation. Nous sommes représentés aux quatre coins du globe. Et qu'est-ce que tu penses pour toi du mercato, pour le moment, du mercato en l'état actuel de Pablo Longoria? Ah, mais c'est un génie, Longoria. C'est vraiment un génie. Balancer Ake à la Juve et reprendre Tonga alors qu'il a plus de potentiel, Tonga, franchement, c'est du très bien joué. Même pour Milik, Raph disait les clauses du contrat, tout ça, mais c'est un truc de fou. Comme il joue avec les finances de l'OM, c'est un truc de malade. En plus, il a fait partir Mitroglou en libre. Il a résilié son contrat. Enfin, ils ont fait pour résilier le contrat, ils l'ont fait partir libre. Ils ont fait partir Sanson pour 18 millions. Franchement, c'est un niveau de départ. Il s'en est bien sorti, même Strootman, où c'est pas forcément lui qui a décidé de le faire partir, mais c'est lui qui lui a dit de partir assez rapidement, je pense. Alors, Richard voulait réagir, je crois, à ce que tu disais aussi. Voilà, c'est pour revenir sur Pablo Longoria parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que le gars, en 6 mois, il te fait ce que Zubizarreta, il n'a pas fait en 3 ans. Et quand il arrive à faire venir un Milic, alors que Zubizarreta, il n'arrivait pas à recruter des attaquants de Suède, des attaquants exotiques, et qu'on aboutit à Mitroglou qui n'a pas été si mauvais en termes de stats, je voudrais féliciter Longoria parce que là, il fait un travail qui est vraiment extraordinaire et il amène une petite révolution, une tramontane sur l'OM en ce moment. Et c'est très bien parce qu'il y a des joueurs cadres qui ont besoin de revoir leur état d'esprit. Ok, merci Richard. Alors, tu viens nous faire des éloges sur Pablo Longoria.
Flo, je crois que Pablo Longoria commence à être pour le moment assez apprécié par les supporters de l'OM sur les réseaux sociaux en tout cas. Alors ouais, je vais beaucoup sur Twitter, surtout en ce moment avec les rumeurs de transfert, tout ça. Et, euh, et bah déjà, il commence à avoir pas mal de surnoms. Pablito, Don Pablo, Pablo Emilio Escobar, Longoria. Il y a même Raph et Christopher qui s'y sont amusés avec Grande Pablito ou Don Pablo. Mais c'est surtout Totorina qui me fait beaucoup rire, où il explique qu'il fait que Longoria, c'est la meilleure recrue de l'OM. Il dit ensuite, je vais trafiquer une licence de footballeur pro pour que le Pablo me fasse signer à l'OM. Il dit aussi, Pablo va renvoyer Radonjic au Barça, Thauvin à Carquefou, MDR, Ken l'homme, ce Pablito. Et même des personnes de notre groupe s'y sont prises. Vincent qui a dit n'empêche, je suis vachement déçu par Longoria aujourd'hui. En redescendant de la faucille, je m'attendais à un échange Radonjic-Griezmann, et puis non rien. Walou, Pablo out. Donc franchement, les supporters commencent à l'adorer. Alors les supporters commencent à l'adorer. Justement, on est avec des supporters ce soir. On va leur demander ce qu'ils pensent de Pablo Longoria. On va aller tout de suite à Santiago avec Olivier. Olivier, ¿qué tú piensas del grande señor Pablito? El Don Pablito, comme on dit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses plus sérieusement de Pablo Longoria, de son travail depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille? Est-ce que peut-être qu'on a enfin un directeur sportif il est appelé directeur du football, mais est-ce qu'on a enfin un directeur sportif à la hauteur du club? Je vais faire un peu comme Raphaël précédemment et mettre en perspective avec Andoni Zubizarreta. Bon, déjà, on a vu par le passé historiquement les connexions espagnoles, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs, on a très rarement eu de grandes satisfactions, de bonnes surprises. Notamment Javier Clemente pour ne citer que lui. Andoni Zubizarreta, j'ai très rapidement eu mes réserves dans le sens où ça venait de Barcelone, ça n'avait pas forcément les mêmes budgets de fonctionnement, les mêmes contacts, la même attraction, etc. Et finalement, ça s'est révélé comme une énorme erreur de casting. Pourquoi? Parce qu'à l'instar de Payet comme tête de gondole du projet, on part sur un nom plus que sur des compétences. Je ne vais pas dire qu'Andoni Zubizarreta n'était pas compétent, ce n'est pas le sujet. Mais finalement, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un projet collectif qui ne passe pas nécessairement par des noms, des grands noms. Donc certes, on ne va pas cracher dans la soupe si on arrive à recruter un Milik sur une opportunité de marché qui me paraît tout à fait exceptionnelle vu le contexte et vu le peu de mouvement qu'il y a de part et d'autre. Mais voilà, moi, finalement, j'étais circonspect par l'arrivée d'Andoni Zubizarreta de se payer un nom finalement plus qu'une compétence. Et au contraire, Pablo Longoria, je ne le connaissais que de nom. Sur ses compétences à Valence, il n'a peut-être pas eu le temps de s'imposer. Et finalement, au niveau sportif, Valence a toujours été traîné entre différents projets sportifs, quasiment tous les 6 mois, 1 an, avec des remises en question, des licenciements, etc. Mais force est de constater qu'en l'espace de 6 mois, et notamment en l'espace de quelques semaines sur ce mini-marché hivernal, il commence à faire ses preuves, à finalement faire avec les moyens du bord, il s'en sort plutôt pas mal. Et tu penses que l'avenir du club, en tout cas l'avenir sportif, peut reposer sur les épaules de Longoria sur les 3-4 saisons à venir? Il peut reposer sur ses épaules à partir du moment où on l'installe dans la durée et où on ne remet pas ce projet sportif en cause 6 mois ou 1 an après. Là, depuis le début du Champions Project, finalement, on a changé 2 ou 3 fois de direction sportive, pas au niveau des acteurs finalement, si ce n'est des choix. On a parlé à un moment de recruter des joueurs à fort potentiel, de faire du trading. Malgré ça, entre-temps, il y a des joueurs d'expérience qui sont arrivés ou des joueurs plutôt âgés. Donc finalement, on ne se retrouvait plus trop. Chris veut rebondir, je crois, à tes propos. Oui, je voulais simplement rappeler que Pablito, il ne faut pas oublier qu'il est au sein du club, il n'est pas directeur sportif, hein, il est directeur général, hein, et il a en fait une responsabilité au niveau du sport. Donc ça signifie aussi qu'il a une responsabilité au niveau des finances. C'est-à-dire qu'il doit certainement y avoir un budget qui doit lui être alloué, et c'est vraiment lui qui a la main vraiment sur le sportif. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que les grosses décisions ne sont pas prises aussi avec M. Hérault ou avec M. McCourt.
mais quand même, c'est quand même lui qui a la main large sur toutes ces décisions stratégiques et que finalement, il peut même les prendre tout seul, dans le sens que, à la fois, M. McCourt et M. Hérault lui font clairement confiance. Donc, c'est un peu plus qu'un directeur sportif, en fait. C'est vraiment comme un directeur vraiment basé sur le sportif, quoi. Et c'est vrai que c'est un poste qui est assez original et qui lui donne en fait vraiment à la fois une liberté et même une puissance, j'ai envie de dire, qui est assez incroyable. Alors, Richard, un dernier avis et puis après, on enchaîne. Juste pour finir avec Pablo Longoria en ce qui me concerne, il ne faut pas oublier qu'il a à peine plus de 30 ans. Vous voyez? Donc, c'est pas n'importe quoi ce que le gamin il est en train de faire. C'est vraiment une performance, là. Il faut bien en avoir conscience. Hein. Ça, je vous l'assure. Ok, merci à toi, Richard. Oui, Olivier, tu veux dire un dernier mot? Oui, pardon. Justement, pour se projeter par rapport à Pablo Longoria, sur l'OM Inside qu'on avait fait, sur le premier OM Inside, il avait quand même clairement annoncé qu'il rentrerait vraiment à fond de ses fonctions sur le mercato d'été, donc le prochain mercato. Merci à toi. Allez, on va continuer d'avancer dans cette émission. On est actuellement dans une mauvaise période, il faut le dire. On est dans une sorte de crise sportive. Donc, je vais venir vers toi, Chris. On va parler un petit peu de cette situation qui est assez préoccupante et peut-être de tenter de trouver quelques petites solutions pour sortir de cette impasse. Qu'est-ce qu'on pourrait changer peut-être parlons de tactique, pourquoi pas changer de système de jeu déjà, pour commencer. Oui, en fait, c'est ce que désire AVB. Alors moi, j'ai bien noté ce qu'il a dit en fait en conférence de presse, c'est que ce qu'il envisageait et qu'il a préparé cette semaine, on verra le résultat samedi soir, mais ce qu'il préparait, c'était de soit passer en 3-5-2 ou en 3-4-3. Donc ce serait une petite révolution. Déjà, ça signifie que ce qu'on a commencé à voir à Monaco, d'installer une défense à 3, enfin presque à 3, vu que Balerdi est comme assez avancé, hein. C'est quand même un choix qui est en train de prendre un peu son chemin. Et l'idée aussi, ça va être l'incorporation de Milik. Là, visiblement, c'est intéressant, c'est qu'il a l'air vraiment très ouvert à l'idée qu'il a un autre attaquant à ses côtés. Donc, à Poré, ça serait Benedetto. Mais c'est vrai que moi, ça m'irait bien parce que je pense qu'un petit milieu triangulaire, Gay, Camara, Thauvin, avec Milik et Benedetto juste devant, je me dis que ça peut être pas mal. Ça serait vraiment quelque chose à essayer. Et c'est vrai que ça apporterait des nouvelles choses dans ce club qui en a besoin. Alors, si on change de tactique, on peut également penser qu'il faut ramener un peu de fraîcheur physique aussi. Peut-être certains joueurs sont essoufflés et à court physiquement, quoi. Oui, il faut récupérer. On les voit, hein. Je trouve physiquement les joueurs vraiment en souffrance. Je ne sais pas à quoi c'est dû, s'il y a eu des problématiques au niveau de leur préparation physique. Je ne comprends pas. Mais physiquement, il y a même certains joueurs, j'ai du mal à les reconnaître, ou tout du moins, j'ai du mal à voir s'ils arrivent à tenir des fois certains matchs. Alors que normalement, vraiment, ça reste des joueurs qui ont plein d'énergie. Et on voit qu'il y a beaucoup de bobos. On a vu par exemple le Gaïd Boité, Mandanda qui s'est blessé alors qu'il ne se blesse quasiment jamais. Camara et Amavi qui se sont retrouvés sur le carreau, là qui vont revenir. Donc, il faut prendre soin d'eux en fait, parce que même si ce n'est pas forcément des grosses blessures, il faudrait éviter que ça se transforme en quelque chose de plus important. Et voilà, cette gestion est importante parce que c'est vraiment ce qui va permettre ces fameux, vous savez, les efforts à haute intensité dont on parle beaucoup à VB, qui pour lui en fait est la clé pour en fait avoir des actions de jeu menant à des buts. Donc voilà, et ces actions de jeu, il me semble quand même qu'elles ont bien manqué sur les matchs précédents. Et quand une équipe est en crise, que rien ne va, alors on dit que tout simplement une première victoire peut être le début d'une nouvelle série et tout simplement il faut lancer une nouvelle dynamique pour relancer la machine, quoi. Oui, tout à fait. L'idée pour moi, ce serait essayer de relancer peut-être aussi le centre de formation. On ne le voit pas assez mis à l'œuvre. Rajouter du sang neuf, quoi. Moi, j'aimerais bien voir un peu plus Cheikh Souaré, j'aimerais bien voir un peu plus Hugo Bertelli. Puis bien sûr, lancer de temps en temps Luis Enrique aussi. Alors bien sûr, ce n'est pas pour faire tous les matchs, mais par exemple, les voir rentrer à la 50, 60e, 70e, voir des gamins en fait, qui ont envie de vraiment manger le ballon sur le terrain, ça va peut-être aussi motiver les autres. Et je me dis que ça peut vraiment apporter une super dynamique à l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose que je prône. Et puis, dans tout ça, l'idée, c'est quoi derrière? C'est de mettre des buts. Voilà, mettre des buts, gagner et recommencer une série. Et on sait qu'avec une série, et recommencer ça, on reprendra l'espoir. Les supporters iront mieux, les RBB iront mieux, les joueurs iront mieux. Et puis,
voilà, peut-être qu'on se remettra un peu en course. Gagner, marquer des buts et retrouver la confiance. Ok, donc maintenant on va aller voir Elliot à Bruxelles. Peut-être qu'il a des ingrédients à nous donner pour sortir de cette crise sportive qui commence à être inquiétante. Elliot, toi, tu aurais une idée sur le terrain, en dehors Oui, du terrain, pour faire quelque chose, pour que ça aille mieux, quoi. ouais, bah, moi j'avais deux points en particulier. Alors le premier point, c'est Christopher qui l'avait bien étayé. C'était bah, changer de tactique une nouvelle fois. Alors c'est pas la première fois que Villas-Boas opère un changement de tactique. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais vraiment eu comment dire, une tactique et un 11 de base vraiment planifié et comment dire, et qui dure sur la longueur. Donc Villas-Boas, souvent on voyait qu'il changeait de tactique plusieurs fois, il changeait les postes. Il y avait des compositions qui nous semblaient un petit peu étranges des fois. Et puis voilà, bon, je ne vais pas revenir sur ce que Chris a dit, mais effectivement, il y avait, pour moi, il y a des changements à faire. Après, c'est vrai qu'il y a des blessés, etc. Le Covid n'aide pas non plus, mais pour moi, je pense qu'au niveau tactique, il faudrait changer une énième fois. Après, voilà, c'est pas la première fois. Et s'il ne faut pas changer tactiquement, et si tactiquement, ben, on a une nouvelle déception, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est déçu par la tactique de Villas-Boas, ou cette saison en tout cas, bah pour moi, voilà, après, ça peut faire grincer des dents ou faire mal au cœur à certains, dont moi d'ailleurs. Mais ce serait voilà, écarter Villas-Boas et penser à de nouvelles possibilités. On évoquait Favre, Valverde, etc. Mais voilà, donc moi, ça me fait mal au cœur parce que Villas-Boas, c'était clairement bah, celui qui a révolutionné l'OM la saison passée. Il nous a sorti de quand même 3-4 ans de crise où on avait clairement plus atteint le podium. Et puis, bon, même si la crise du Covid nous a aidés, parce que je ne pense pas qu'on allait terminer sur le podium au vu de la fatigue de l'équipe, etc. Mais c'est quand même lui qui nous a remis sur les rails de l'Europe, entre autres. Mais voilà, cette saison, malheureusement, bon, le public n'était pas là pour pousser quand ça allait pas, etc. Mais moi, je trouve que il a perdu le contrôle, quoi, tout simplement. Donc, bon, ben, en Champions League, ça a été un désastre. Il n'a pas réussi à. Après, c'est vrai, le groupe n'a pas aidé, hein, parce qu'il avait un groupe de jeunes joueurs. La plupart, à part 2 ou 3 sur les 23 d'ailleurs, avaient aucune expérience de la Ligue des Champions. Mais voilà, après, pour le reste, ben, on le voit actuellement. Dans l'équipe, ça se passe pas très bien. Il y a et voilà, pour moi, il a du mal à contrôler l'équipe et il doit y avoir juste quelqu'un d'autre simplement qui peut reprendre les rênes, quoi, tout simplement. Tu penses qu'il ne peut plus reprendre le contrôle, avoir la main sur son équipe? Bah, écoute, bah, il a essayé, hein, ça s'est passé. Malheureusement, bah, j'ai l'impression que c'est profond, hein, c'est profond. Ça fait plusieurs matchs, ça fait même depuis le début de la saison, on a clairement des problèmes de stars, certains joueurs qui se prennent de trop haut. Et Villas-Boas, avec son staff, il n'a jamais vraiment réussi à les recadrer. J'avais l'impression, bon, bah, on a des Thauvin, Payet, etc., voilà, qui se prennent de haut. Moi, Thauvin, Payet, je m'attendais à des âmes de leader, etc. Et bah, finalement, pas du tout. Payet, pour moi, il n'a pas tellement rempli son rôle de leader sur le terrain. Et puis Thauvin, quand il a pris le brassard, ce n'était pas le cas non plus. Donc, non seulement sur les prestations sportives, aussi sur le terrain, tout simplement. Et puis après, bon, bah, les autres joueurs n'ont pas suivi, parce qu'il leur faut, sachant qu'on a un effectif assez jeune, il leur faut des cadres qui les poussent vers l'avant, et ce n'était pas le cas. Et pour moi, je pense qu'on peut encore en tirer beaucoup de ces joueurs, même les cadres qui ne vont pas très bien en ce moment. Et un nouvel entraîneur, peut-être, pourrait aider pour revigorer. Et puis, je pense qu'on n'en a pas terminé avec des Thauvin, Payet, s'il y reste pour l'instant. Et peut-être qu'un nouvel entraîneur pour amener une nouvelle dynamique fraîche pour cette saison, quoi, tout simplement. Ok, merci à toi, Elliot. On va aller à Obala, voir Isabelle. Peut-être qu'elle a une recette à nous donner pour sortir de cette crise sportive. Isabelle, qu'est-ce que tu changerais? En fait, ce que moi je peux changer, c'est la tactique de jeu. Pourquoi? Parce que je remarque positivement que la plupart du temps, quand on a déjà marqué 1 ou 2 buts, les gars, ils lâchent la pression. Et on ne gère plus le côté défensif. On gère beaucoup plus le côté offensif. Et notre milieu de terrain, il est un petit peu handicapé à ce moment-là. Il faudrait plutôt renforcer au niveau de la défense. On va demander à Richard si notre Marseillais Genevois, il a quelque chose à nous donner. Déjà, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Chris tout à l'heure. C'est que Thauvin, on le met dans ce quatuor au milieu. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, comme certains de nos protagonistes l'ont dit tout à l'heure, en ce moment, il fait son petit gâté. Il a refusé de signer son contrat.
il joue pour lui, il oublie qu'il faut centrer. Donc, du coup, bien sûr, on accuse Benedetto, mais Benedetto, il n'a pas un ballon dans la surface. L'autre, il fait systématiquement sa spéciale. Et en plus, il la rate parce que en ce moment, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont tous compris la spéciale de Thauvin. Donc, ils savent l'arrêter. Donc, il faut qu'il joue avec les autres. Donc, moi, entre lui et Payet, qui insulte son entraîneur en plein match, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. À Marseille, on ne tolère pas ce genre de choses. Ça, ce n'est pas possible. Hein, tu n'es pas bon, tu vas sur le banc, c'est normal. Tu peux être la plus grande star du monde, tu peux être Maradona. Je vous l'ai dit la dernière fois, Cantona, il a voulu jeter son maillot, Tapi l'a foutu dehors. Donc, il faut arrêter avec ça maintenant. Ça suffit. Ils n'importent pas ce qu'il faut. Ils vont sur le banc. On va revenir sur Radonjic tout à l'heure. Je ne vais pas m'étendre maintenant. On a des possibilités. On a un petit Gay. On parlait et je vous l'ai souvent dit, des Thauvin ou des Payet qui doivent porter l'équipe parce que ce sont normalement eux qui doivent porter l'équipe d'après leur expérience. Comment vous voulez que des petits gays qui sont des véritables petites bombes, qu'on fait jouer en plus avec des points sur le pied, on a dit tout à l'heure, il était blessé, il n'aurait jamais dû le faire jouer, mais bon, il y a des choses qui sont parfois incompréhensibles. Comment voulez-vous que des petits joueurs comme ça, ils montrent leur talent s'il n'y a pas les cadres de l'équipe qui les font évoluer dans des bonnes conditions? Donc, il n'y a rien qui va en réalité. Et Thauvin et Payet sont ils font partie des grands responsables de ça actuellement. Ok, alors Richard, on a entendu un peu ta colère à ce sujet. Alors on parle d'un sujet assez compliqué, on parle de crise, mais on vous a quand même réservé une petite surprise car on accueille à l'instant un nouveau membre d'OM Nation qui est à Chicago, c'est Philippe. Bienvenue à toi Philippe, félicitations déjà pour cette création de votre fan club à Chicago. Et bienvenue dans la famille OM Nation. On voulait t'entendre sur ce sujet. Est-ce que tu as quelque chose, tu pourrais suggérer un coup de pouce à l'OM pour sortir de cette crise? Pour toi, qu'est-ce que tu leur donnerais pour sortir de cette crise? Merci Rafi. Déjà, un gros merci à tous de nous accueillir. Je voudrais associer Nassim, mon collègue ici de Marseille. On est tous les deux, enfin moi je suis précisément de Cassis, mais c'est pas très loin de Marseille. Et mon collègue Nassim avec qui on a créé ce club. Écoutez, moi je partage un peu l'avis de tous les copains. Là. Je vais être peut-être un peu plus critique et je pense que la crise est, à mon avis, plus profonde que ce qu'on imagine. Parce que, bien qu'il ait tout mon respect et ma sympathie en tant qu'homme, je ne suis pas le plus grand des fans du coaching de Villas-Boas. Je pense que depuis l'an dernier, on a eu beaucoup de difficultés dans le jeu. On produit. Moi, je suis fan du jeu, je suis fan du beau jeu, je suis fan du jeu un peu du football paillette. Et pas Dimitri Payet, bien que je suis fan aussi de Dimitri, mais j'aime bien quand on dégage du jeu. Et je suis déçu la plupart des matchs, même quand on gagne. Alors évidemment, je suis content de gagner, mais en tant qu'amateur de football, je suis assez déçu par la production de notre équipe. Et je trouve que l'an dernier, on a eu beaucoup de chance sur pas mal de matchs, pas mal de rencontres. Alors, la chance aussi, on se la procure aussi, Mais voilà, je trouve que cette année, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Cette année, voilà, on découvre réellement les difficultés d'un groupe. Et quand tout va bien, évidemment, on est sur une dynamique très positive. Et quand tout va mal, finalement, tout s'écroule très facilement. Et donc, moi, je suis assez inquiet justement sur le fond de jeu qui n'existe pas. Et là, je rejoins un peu Elliot. Et qui, à mon avis, voilà, tous les problèmes découlent un peu de ça. Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. L'arbre qui cache la forêt, pour toi, cette crise sportive que traverse l'OM cette saison, c'est quelque chose qui était à prévoir en début de saison. Tu penses qu'on n'était pas sur des fondations assez solides? Ben, une fois de plus, je me rappelle de l'an dernier, et une fois attention, j'étais le plus heureux, j'étais le plus heureux quand on finit ce deuxième, mais cette malheureuse crise du Covid, je pense, a sauvé notre deuxième place et nous a fait espérer, malgré des prestations qui, à mon avis, n'étaient pas au niveau d'un deuxième du championnat. Moi, même si je ne les porte pas dans mon cœur, j'ai toujours pensé que Lyon et Lille avaient un meilleur jeu que nous l'an dernier. Et donc, voilà, on subit un peu les conséquences de cette excitation qu'on a eue grâce à cette deuxième passe qui, à mon avis, n'était pas forcément méritée dans le jeu. Ok, merci beaucoup. Allez, on enchaîne. On va passer aux joueurs en bref. On va un petit peu analyser 4 joueurs à la loupe.
On va commencer avec toi. Raph, tu vas nous parler de Alvaro, notre défenseur central espagnol. Oui, alors Alvaro, c'est quand même un de nos guerriers, un des seuls ces derniers temps. Euh, il remporte quasiment tous ses duels, que ce soit au sol ou les duels aériens pendant le match contre Monaco. Sur les 3 buts qu'on prend, bah, c'est 3 coups de pied arrêtés où il n'est pas forcément impliqué dedans. Il a fait un bon match, je trouve. C'est quand même une satisfaction de l'avoir lui en défense. Alors même si on prend 3 buts, je trouve qu'il nous rassure pas mal. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué pour Alvaro, c'est un peu tout le domaine extrasportif. C'est déjà, première info, il a été nommé vice-capitaine en cas de blessure de Mandanda. Ça montre que dans la hiérarchie, bah, il est clairement au-dessus de Payet et Thauvin, pas au niveau technique, mais au niveau du charisme et de sa capacité à dire les choses qui ne vont pas et à assumer en patron quand, par exemple, Steve n'est pas là. Et on le voit sur le terrain, même quand il n'a pas le brassard, il est quand même très présent. Et ouais, j'avais envie aussi de revenir vite fait sur ces petites déclarations d'après-match, où on voit que lui, c'est vraiment un Marseillais. Il est à fond dans le club. Moi, je l'ai vu extrêmement touché après le match contre Monaco. Il n'a pas envie de se chercher d'excuses. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Ils doivent travailler pour rétablir ça, parce qu'ils n'ont pas le droit de jouer comme ça quand ils portent le maillot de l'OM. Et ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre ça de la part d'Alvaro. Ok, merci. On enchaîne avec toi, Richard. Tu vas nous parler de NR7 Radonjic. Eh oui, le fameux Radonjic. Alors, moi, il faut m'expliquer une chose maintenant sur Radonjic, parce que moi, chaque fois que je vois les matchs de l'OM, je ne les ai pas tous vus, je l'ai vu marquer un but. Et un but de folie. Donc, je veux qu'on m'explique. Oui, bien sûr, je l'ai vu partir avec le ballon et faire comme un poussé sans mêler les pinceaux. Je vous signale que aussi, dernièrement, dans les derniers matchs, il te fait des talonnades de folie pour ses copains. Il commence aussi à faire des passes. Mais le gars, quand on prend proportionnellement à son temps de jeu, il marque plus que les autres. Alors, il faut s'arrêter maintenant avec lui. Ce mec peut faire des miracles, il peut faire. Pourquoi on veut le jeter de l'OM? C'est le seul à jouer en ce moment. C'est quoi cette histoire avec Radonjic? J'arrive pas à comprendre. Sur les réseaux sociaux, je vois il faut jeter Radonjic. Non, mais vous êtes fous. Vous êtes devenus tous fous. C'est quoi? Un mec, il t'amène de la profondeur dans l'équipe. Il t'amène des actions de folie. Il a marqué un but de la tête. Là, il te marque un but à la Ronaldo. Mais vous voulez quoi de lui? Parce qu'il ne parle pas le français? Parce qu'il est un petit peu atypique comme garçon? C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui compte, c'est de voir son niveau de jeu. Et le mec, chaque fois qu'il est là, il t'apporte quelque chose. Même s'il y a encore des fois où il s'en mêle les pinceaux. Alors, j'en ai marre qu'on soit contre lui. Je fais du René Malville ce soir, ça me fait plaisir. Merci René Richard Malville. On va donner la parole à Philippe qui voulait rapidement intervenir, je crois. Oui, non, c'est à propos de Radonjic, Richard. Moi, je te rejoins pas tout à fait. Parce que, évidemment, je pense qu'il a du talent technique, mais si tu regardes ses productions pendant le match, si tu regardes son ratio de ballons touchés, ballons perdus, je pense qu'il bat tous les records de Ligue 1. Et ça, alors évidemment, ça peut se corriger, je suis d'accord avec toi, hein, ça peut se corriger, mais je pense quand tu es coach et quand tu es partenaire d'un joueur qui perd 90% de ses ballons, c'est pas facile à manager. Et moi, je trouve qu'il y a énormément de déchets dans son jeu, même si parfois, effectivement, il fait des exploits. Dernière intervention rapide d'Olivier et on enchaîne sur un autre joueur, s'il vous plaît. Oui, moi je rejoins aussi Richard et en même temps Philippe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets. Mais c'est un des rares joueurs qui fait actuellement la différence quand il rentre ou même quand il est titulaire comme à Monaco. Alors après, c'est un joueur qui n'est pas constant, mais quand on voit que la majeure partie des joueurs au milieu de terrain font des passes latérales ou en retrait, c'est le seul qui apporte vitesse, qui fait des différences, etc. Donc c'est un joueur qui peut faire la différence sur une action, même s'il va en louper 4 ou 5 ou qu'il va perdre 4 ou 5 ballons. Et c'est le type de joueur qui nous manque actuellement. Ok, merci beaucoup Olivier. On enchaîne avec toi Flo, tu vas nous parler de Balerdi. Et oui, malheureusement, au dernier talk, j'en avais parlé en bien. Là, ça va être plutôt en mal. Déjà, avant de dire ce que j'en pense, je vais un peu râler sur AVB. Je vois pas pourquoi il le met en 6.
C'est peut-être son poste de formation, mais c'est un joueur qui est défenseur central. Alors, AVV, si tu m'écoutes, mets-le défenseur central, mets-le pas en 6, ça sert à rien. Voilà, donc il a fait un mauvais match. Il était en 6 à côté de Gay. Ils se sont beaucoup marché sur les pieds. Ils étaient souvent dans la même zone et on voit très bien qu'il n'y avait aucun automatisme entre les deux joueurs sur ce poste-là. D'en plus, on a dit que Gay était blessé, il ne fallait pas le faire jouer. En plus, on fait jouer Balerdi en 6. On était sacrément handicapés pour ce milieu de terrain. Mais bon, la défaite est au bout. En plus, il est fautif sur le deuxième but. Je tiens quand même à préciser que le deuxième but ne doit pas y être, car il n'y a pas corner. Bon, on va me dire, oui, mais on ne doit pas gagner la Ligue des Champions en 93 parce qu'on gagne sur un corner qui ne doit pas nous être attribué. Je suis d'accord, mais là non plus, on ne doit pas prendre de but. Je suis désolé. Du coup, voilà. Balerdi, mauvais match, mais en 6. Ok, merci Flo. Alors, Balerdi, mauvais match. Christopher, qu'as-tu pensé du match de Cuisance maintenant? Ah bah oui, c'était encore pire, je crois. Je me suis amusé en fait à faire la moyenne de toutes les notes qu'il avait là sur les différents sites, là, vous savez, des médias. Je suis arrivé à la note de 2,5 sur 10. Voilà. Donc c'est vrai que je me suis posé vraiment la question sur pourquoi un match aussi pauvre. J'ai l'impression qu'il y a deux problèmes avec lui. Le premier problème, c'est physiquement. Je ne sais pas ce qui se passe. Physiquement, il est complètement à la ramasse. On dirait qu'il n'arrive pas à tenir les matchs, on n'arrive pas à faire justement les efforts d'haute intensité dont je parlais tout à l'heure. On voit qu'il ne les tient pas. Il se situe très mal sur le terrain aussi à cause de ça physiquement. Et l'autre problème, bah voilà, je l'ai déjà un petit peu parlé à l'instant, c'est son positionnement. On dirait qu'il ne sait pas où il est, où est-ce qu'il doit être. Vous savez, on dit toujours qu'il faut savoir lire le jeu. On dirait qu'il ne sait pas le faire, qu'il n'a pas cette science du jeu, savoir où se positionner, contrairement à Gay, quand on les compare tous les deux, ça fait presque mal. Et voilà, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce joueur qui est si talentueux. Moi, j'ai des souvenirs de lui quand il était à Gladbach, qui était absolument hallucinant. Et là, vraiment, c'est juste pitoyable. Et alors, petite note d'espoir quand même. À Pori, j'ai lu qu'il avait fait venir en fait un préparateur physique personnel, justement peut-être déjà pour essayer de régler ce problème physique. Donc voilà, il faut espérer que les prochains matchs, grâce à cet apport, seront un peu plus positifs parce que c'était vraiment la grosse cata ce match-là de sa part. Allez, on va espérer que Cuisance se relance rapidement. Samedi, le match OM Rennes sera à 21h. Donc le championnat reprend ses droits. On va tous pronostiquer ce match. Donc tous à vos pronos s'il vous plaît, plus le score. Alors on commence avec toi, Raph. Moi je vois bien un partout. Un partout. Nathalie. J'irai un partout aussi. Un partout. Christopher. 2-0. 2-0. Ok, Olivier. Et une victoire, 1-0. Ok, Elliot. Moi je suis optimiste, je vais dire 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. Flo. Moi, comme au dernier match, un partout, on voit les connaisseurs. Philippe. On va dire un petit 1-0 avec un but de Randonich pour faire plaisir à Richard. Isabelle. Je vais dire 2-1. Ok, merci. Richard, ton pronostic, s'il te plaît. Allez, je vais dire 1-0 pour Rennes. Ok, merci. Je vais dire 2-1 pour l'OM. On va passer au dossier de la semaine, notre classique dossier de fin d'émission. Donc, ils vont parler des supporters. C'est une émission de supporters, l'OM Talking Geneva, et vous êtes tous à l'honneur ce soir, car il y a 4 fan clubs qui sont avec nous. Donc, on va parler de la puissance OM, le supporter de la puissance OM. On va commencer déjà avec toi, Raph. Tu vas un peu nous introduire sur ce sujet, pardon. Il existe plusieurs types de supporters. Il existe également plusieurs façons de regarder un match dans des endroits différents. Resitue-nous, s'il te plaît. De toute façon, si on est tous ici à faire une émission, à vous recevoir, les OM Nations, c'est qu'on a une passion commune. C'est l'OM, c'est notre amour pour l'OM. Et bien sûr, peu importe où on est dans le monde, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, partout, on peut que être attristé de cette situation sanitaire qui nous empêche d'aller au stade ou même de se rassembler, voir les matchs ensemble. Voilà, j'ai envie de passer. Il y a tellement de formes de supporters dans le monde, en passant du supporter qui écoute le match à la radio pour les anciens qui ont écouté des voix mythiques comme Avi Assouli, ceux qui chantent dans les tribunes, les groupes d'ultra.
mais aussi les OM Nations, comme vous les représentez si bien. Et du coup, par ce dossier, on a voulu vraiment mettre en avant toutes ces formes de supporterisme qui pouvaient exister, mais aussi montrer la puissance que les supporters de l'OM dégagent et ce qui font de l'OM un club particulier et un club singulier. Merci à toi, Raph. On va commencer ce dossier avec toi, Richard. Tu vas nous parler du 12e homme, la force du 12e homme, l'apport qu'il peut donner à l'équipe marseillaise. C'est l'ambiance la plus extraordinaire que tu puisses trouver en France, voire en Europe. Donc, il y a des équipes du championnat de France où le 12e homme, il ne marchera pas, quoi qu'il arrive, parce que ce n'est pas assez prégnant, ce n'est pas assez fort. À l'OM, ça existe réellement. C'est-à-dire que le public peut véritablement faire basculer un match et faire peur même à l'équipe adverse. C'est-à-dire leur donner une émotion qui est si forte, une émotion négative, qui fait que l'OM arrive à prendre l'ascendant grâce à son public. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est un moment d'ambiance. Voilà, il y avait eu des matchs contre la Corogne où on gagne 5-1 en Coupe d'Europe, des matchs sous l'air tapis, des matchs avec Drogba contre Newcastle en demi-finale de Coupe d'Europe aussi. C'est des moments qui sont... c'est pas explicable tant ça donne une force aux joueurs. Ok, merci à toi, Richard. Nathalie, on avait envie de t'entendre sur les groupes de supporters un petit peu à l'OM. Que te dire? Déjà, l'OM a quand même le meilleur public de France quand même, hein. C'est quand même le meilleur public, les plus nombreux, hein. C'est quand même 11 millions de supporters dans le monde entier. C'est pas seulement en France, c'est en Europe, c'est sur tous les continents. C'est 100 ans d'histoire. Ça a commencé en 1920, donc tous les supporters ont participé, par exemple, à la création, à l'aménagement du stade du Vaune à Marseille. De là, ça a été mis en valeur par Tapi dans les années 80. C'est lui qui va faire exploser les associations en leur donnant le pouvoir, en fin de compte. Ça va leur permettre de gérer les virages, les choses comme ça. De là, tu vas avoir 9 clubs, 9 plutôt associations. Le plus connu, c'est l'Ultra Commando 84. Avec, après, tu vas avoir le club central des supporters de l'OM, le Commando Ultra 84, les South Winners, le Yankee Nord Marseille, le club des amis de l'OM, les Fanatics, les Dodgers, le Marseille trop puissant, les Andy Fan Club. T'en as tellement que voilà. Et donc, le plus connu, ça reste l'Ultra 84 qui, lui, donc porte fièrement les valeurs de l'OM, le bleu, les couleurs, le bleu et le blanc, qui actuellement essaie de passer le flambeau aux jeunes générations tout en respectant l'éthique et l'entité du club. Ok, merci à toi Nathalie. Alors, Raph, Nathalie vient de nous parler des groupes de supporters à Marseille, mais il existe beaucoup de supporters de l'OM en France. Oui, j'ai envie. Oui, on sait tous la folie qui peut emparer la France. On se souvient tous de ce parcours en Europa League en 2018, quand toute la France un peu s'embrasait pour l'OM. Il y avait des gens qui célébraient ce match contre Salzbourg où Rolando marque à la fin. On a vu des vidéos qui tournaient à Paris ou même à Lyon chez nos frères ennemis. Et ça montre vraiment qu'il y a cette passion marseillaise qui recouvre toute la France. Alors j'ai trouvé une magnifique illustration. C'est la distribution des supporters de l'Olympique de Marseille. Et suivant le nombre de supporters qui suivent en dehors de la région PACA, la région PACA, c'est quand même le plus gros vivier de supporters de l'OM. Mais la partie qui vient juste après, et c'est assez étonnant, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, il y a énormément de supporters de l'OM. Il y a à peu près, dans le total, c'est un total un peu qui n'est pas réellement mesuré, mais c'est un peu des estimations. Dans le nombre de supporters de l'OM qui existent en France, il y a à peu près 18% qui se situent en Île-de-France. Pour situer, PACA, c'est environ 20%. Et il y en a partout. Et une autre région, c'est aussi l'Occitanie. Donc il y a vraiment un gros vivier de supporters de l'OM en France, mais surtout partout en France. Ok, merci à toi, Raph. Alors, on a parlé des supporters à Marseille, des supporters en France. On va passer à l'international maintenant. Avec toi, Flo, il existe des groupes de supporters au niveau international. Alors, oui, pour reprendre un peu ce que disait Nathalie, il y a le Commando Ultra 84, mais la section suisse cette fois-ci. Il y a aussi OM Florence, il y a Polish Hussar, c'est un groupe de supporters polonais. Il y a le club des supporters russophones de l'OM,
il y a le club des supporters tahitiens de l'OM, il y a un club de supporters finlandais, il y a l'association des Marseillais de Mauritanie, l'OM Fan Club Rio, l'OM Fan Club Antwerp pour faire un petit clin d'œil à la Belgique et Bruxelles, l'OM Jérusalem, l'OM Fan Club Boston, enfin il y en a plein. L'OM Doha aussi pour ne citer que, enfin c'est un truc de fou. Et qu'en est-il des OM Nations au final? Ben, alors les OM Nations, déjà c'est 5 continents de représentés sur 6. Il y a juste l'Océanie qui n'est pas représentée. On espère quand même en avoir un en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il y a 5 OM Nations en Europe, dont 2 en Suisse, Genève, Lausanne. Il y a aussi Londres, il y a aussi Bruxelles, il y a aussi Barcelone. Il y en a 9 en Afrique, dont 4 au Cameroun. 4 au Cameroun avec Obala qui est représenté ce soir. Il y en a un en Amérique du Sud et Santiago. Bravo. Il y en a 6 en Amérique du Nord avec 5 aux États-Unis, un seul au Canada. Et 3 au Moyen-Orient, 3 en Asie. Il y a aussi 2 OM Nations en France d'outre-mer. Donc on pense à Martinique et La Réunion qui n'ont pas pu être là avec nous. Mais il y a aussi des projets OM Nations. Et on espère que ça va se conclure. On pense à Kinshasa, à Mexico, à Madagascar, à Leeds, ou encore aussi sur Instagram, on voit beaucoup Munich et Liverpool. Ok, bah on espère vraiment qu'ils vont nous rejoindre dans la famille OM Nation. Donc vu nous, on a la chance d'avoir quatre fan clubs, 4 OM Nation avec nous ce soir, on va un petit peu les interroger. Donc je vais commencer avec toi, Olivier. Tu as Santiago. Tout simplement, je vais te demander pourquoi un OM Nation à Santiago, au Chili, quoi. Alors écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis au Chili. Je crois qu'on a dû se réunir en tout et pour tout 2 ou 3 fois pour voir des matchs de foot entre supporters de l'OM, mais principalement entre amis, notamment la finale d'Europa League. Moi, ça fait depuis que je suis en fait au Chili que j'espérais fédérer, mais je n'avais pas trop le temps ni l'énergie. J'ai 42 ans, donc je n'ai pas non plus la fougue de mes 20 ans en termes de supporterisme. Et via une publication sur Facebook, en fait, je me suis connecté avec Robin qui a 25 ans, qui devait participer à l'émission et que je salue et qui a finalement réanimé cette flamme. Et voilà, lui s'occupe principalement des réseaux sociaux, moi peut-être un peu plus RP, communication, etc. Et on a eu du mal parce que bien évidemment, en termes sportifs, c'est pas top. On a commencé à plancher sur le sujet en juillet dernier. Et bien évidemment, avec le Covid, c'est difficile aussi de faire des convocations, des réunions, etc. On a eu la chance depuis octobre de se réunir assez régulièrement. Et là, malheureusement, depuis fin décembre, début janvier, on est de nouveau avec des restrictions et on ne se retrouve que pour les matchs qui sont en semaine, puisque le samedi et dimanche, on est plus ou moins bloqué à la maison. Ok, merci à toi. Je vais demander à Isabelle, que je rappelle qu'elle est la vice-présidente de l'OM Nation, voilà. L'importance en fait des supporters marseillais dans ton pays, au Cameroun. Quelle est l'importance des supporters au Cameroun, le poids qu'ils ont C'est passionnant de supporter. Je sais pas quoi dire parce que pour nous ici, l'OM Nation, c'est waouh, c'est concrétiser tous nos rêves parce que la plupart d'entre nous regardaient les matchs en solitaire avant l'installation de l'OM Nation il y a 4 ans, en 2017, ici au Cameroun. Et aujourd'hui, dans la rue, quand on marche, on se regarde. Hey, il a porté un vêtement OM. Tu es de l'OM Nation? Non. Ça t'intéresse d'y faire partie? Oui. Et c'est comme ça, comme il y a 2 semaines, nous avons eu le tournoi, le festival OM Africa, et qui a été remporté par le pôle de Bala. Ça a été vraiment, il y avait plus de 500 personnes. On a pu regrouper 500 personnes tout en respectant les mesures liées au Covid-19. Mais c'était waouh. Il y avait Douala qui était représenté, il y avait Yaoundé, il y avait Bafoussam, il y avait Obala. Et ici, ça a resserré les liens entre les personnes qui ne se connaissaient pas et aussi en fait, on fonctionne un peu comme un cercle, rien qu'entre Marseillais. Et si tu n'as pas le sang marseillais qui coule dans tes veines, bleu et blanc, ça ne vaut pas la peine d'être avec nous. Il faut être vraiment passionné de l'OM. Merci pour ce beau témoignage. Alors, on avait une question aussi de l'OM Nation Abidjan, donc qui vous souhaite déjà la bienvenue au sein de la famille des OM Nation, pardon, et qui aimerait savoir comment vous avez pu constituer votre fan club
surtout dans cette période difficile avec les rassemblements qui sont pratiquement devenus impossibles. Tiens, je vais te demander à toi, Elliot, à Bruxelles. Alors nous, l'idée est venue beaucoup plus tôt. Donc nous, moi, ça a commencé personnellement en janvier 2020. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en Belgique, à Bruxelles, on a un bar dédié à Marseille et à l'OM. C'est un bar qui s'appelle Le Marseillais. Et c'est un vrai bar à pastis créé par deux Marseillais expatriés en Belgique, où ils diffusent depuis 10 ans, depuis l'année du titre, les matchs de l'OM. Et alors, c'est là, bon, moi, j'avais déjà entendu parler du projet Web Nation. Et donc, je trouvais incroyable de voir qu'il y avait un bar de l'OM. Et je me suis dit, il faut vraiment créer là-bas. Et donc, ça a commencé en janvier 2020. Après, il y a eu la crise du Covid. C'était compliqué de poursuivre le projet à ce moment-là. Puis après, il y a mon associé Younes qui m'a appelé pendant le confinement et qui m'a dit, écoute, j'ai vu ton projet. Tu l'as un petit peu laissé tomber à l'eau avec le Covid. Je comprends, c'est un peu compliqué tout seul. Est-ce qu'on le ferait pas ensemble? Et alors, voilà, ensemble, on a réussi à rassembler les membres requis pour l'officialisation. Donc, on a fait ça les 6 mois suivants et finalement, on a réussi à officialiser en fin d'année, malgré le fait qu'on n'a jamais vraiment pu se rassembler parce qu'en Belgique, les bars ont réouvert en juin, mais ils ont dû refermer en octobre. Donc, il y a eu quelques rencontres qu'on a pu regarder ensemble, mais depuis, plus rien du tout. Donc, ouais, voilà, pour répondre à ta question, c'est très compliqué en ce moment avec les installations fermées, notre bar fétiche fermé à Bruxelles. Donc voilà, on a juste hâte que ça réouvre pour à nouveau pouvoir se rassembler et pour pouvoir se rencontrer pour certains, parce qu'il y a des membres qui sont arrivés et qu'on n'a encore jamais rencontrés, quoi. Déjà, félicitations à vous quand même malgré tout ça, et on a tous hâte de pouvoir nous aussi se rencontrer et revivre cette ambiance dans nos villes respectives. On va voir ce qu'il en est à Chicago. Comment vous avez réussi à constituer ce fan club malgré toutes ces restrictions? Alors nous, ça a commencé il y a plusieurs années déjà, on se regroupait entre supporters marseillais. Et je dois dire qu'à Chicago, dans la communauté expatriée, il y a plus de supporters parisiens que marseillais. Donc c'est pas facile quand tu es expat. Mais en fait, on est les seuls avec peut-être les Anglais à se regrouper dans des bars où on passe les matchs. Et naturellement, donc on a formé un groupe de copains et ça m'a énormément surpris au début. Il y a quelques Américains, 5-6 Américains dans le groupe, qui sont pour la plupart même pas allés à Marseille de leur vie et qui sont complètement fadas de l'OM. Et donc, on s'est dit qu'il fallait un peu surfer sur cette vague pour jouer sur le réseau. Et on a commencé à balancer des emails sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, on a réussi à regrouper en même pas une semaine plus d'une cinquantaine de membres. Donc, on a commencé par l'initiative de Nassim, qui a son frère aussi, qui est à l'initiative de l'OM Nation Barcelone. Donc, on a ouvert tout de suite l'opportunité. Et c'est génial parce que, alors, évidemment, on n'a pas pu profiter pleinement de notre groupe pour l'instant parce qu'ici, tout est fermé comme en France. Mais on se retrouve sur Zoom pour vivre tous les matchs ensemble et on s'envoie des emails, on a un groupe WhatsApp et on vit notre passion une fois de plus, c'est ça qui est chouette, avec des gars qui viennent un peu partout, notamment des Américains qui ne parlent pas français, qui regardent les matchs avec nous et qui adorent, quoi. Ils sont amoureux de Marseille, les mecs. On n'a jamais avoir connu Marseille, donc c'est extraordinaire. C'est une super opportunité. Super témoignage également, merci beaucoup. Alors, on a parlé un peu des OM Nations, mais les supporters OM, il y a également un point de vue qu'on n'a pas encore abordé, Christopher, c'est qu'il y a au niveau digital. L'OM n'est pas encore au point, malheureusement, et on espère que ça va venir. Alors tout d'abord, pour tout te dire, moi je trouve qu'on est extrêmement mauvais au niveau digital. Malheureusement, je trouve qu'on n'est pas du tout représenté pour ce qu'on est à ce niveau-là. Quelques chiffres rapides. Au niveau mondial des clubs, on est 31e. On a gagné une place depuis l'an dernier. Donc 31e, en fait, c'est le nombre en fait, de followers, de suiveurs qu'on a lorsqu'on additionne en fait, et qu'on cumule en fait, tous les différents réseaux sociaux. D'accord? C'est-à-dire, on a 5 millions de Facebook, on a 1 million d'Instagram, 3 millions sur Twitter. Donc, en fait, en gros, on cumule environ 10 millions, 11 millions plus exactement, de fans sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment excessivement faible. Pour donner juste petite comparaison, Monaco, on caracole près de Monaco qui a 10 millions en fait, de fans sur les réseaux sociaux. Devant nous, par exemple, on a des clubs comme Leicester, Guadalajara, Al Hilal, Beşiktaş, Sao Paulo, River Plate, AS Roma, Boca, Fenerbahçe,
Al-Ahly. Voilà, en gros, j'ai l'impression qu'il y avait, quand je regardais le classement, j'ai l'impression qu'on était tout au bout de tout avec des clubs où je pensais sincèrement qu'on était devant au niveau des réseaux sociaux. Pour donner un exemple pour moi comparable avec l'OM, hein, on ne va pas aller voir le Manchester ou Liverpool. J'étais voir Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, ils sont 12e d'ailleurs dans le classement et ils ont 31 millions de suiveurs, donc 3 fois plus que nous. Pour moi, c'est un réel problème. Déjà, il faut savoir que la plupart des réseaux sociaux utilisés par l'OM, c'est Facebook, qui commence un petit peu à être vieillissant. Et sur Insta, on n'a par exemple qu'un seul million de followers. Quand par exemple, Dortmund, on a 8 millions. D'accord ? Alors, encore, je parle de Dortmund. Il faut penser que des clubs comme Barcelone ou Madrid, c'est 250 millions de fans. Hein, ce n'est pas 11 millions comme nous, quoi. Donc vraiment, je voulais vraiment vous faire rendre compte à quel point la différence est énorme, à quel point on doit rattraper un retard absolument incroyable. Pour moi, on est véritablement encore à l'âge de pierre au niveau digital, au niveau des réseaux sociaux. Alors, l'OM est en retard au niveau digital, ce qui ne correspond pas à sa réputation de meilleur public de France, comme on le dit souvent. Il y a également une stratégie qui a été mise en place pour l'après-OMTV également. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un peu l'héritage catastrophique de l'ère Labrune. Moi, c'est un peu une critique, d'ailleurs, justement, parce qu'il y avait quelque chose d'absolument affreux que je voyais dans la presse ces derniers temps, et notamment via l'article de la Provence, qui prenait en pitié toutes ces personnes d'OMTV qui s'étaient fait virer, alors peut-être certes salement, mais il faut quand même reconnaître que ces gens-là ont fait, pour moi, qui suis supporter de l'OM, ont fait un mal immense, en fait, à l'institution OM en termes digital. On a pris un retard complètement dingue. Et pour moi, il faut absolument en fait réinvestir dans le digital. Alors c'est ce qui commence un petit peu à se faire, mais pour moi, on est encore loin du compte. Et on a développé les supporters de l'OM à l'échelle internationale. Il faut continuer vraiment de développer l'OM à l'international. Oui, notamment développer les partenariats. On voit bien avec nous, les hommes nations, comme sont présents ici, c'est qu'on a des forces de frappe partout dans le monde, particulièrement, je pense notamment en Afrique ou en Asie, où on est extrêmement populaire là-bas, et pourtant on est encore complètement à la ramasse dans ces pays, toujours au niveau des réseaux sociaux. Et puis cela, voilà, vraiment pour moi, la conséquence elle est terrible. C'est que par exemple, on a les tout nouveaux pays, vous savez, de foot, comme la Chine, la Corée, les USA, pour eux, on n'existe pratiquement pas. Alors bien sûr, on est un petit peu présent comme sur Weibo pour la Chine, mais vraiment, quand vous comparez par rapport, tiens, on va comparer par exemple au PSG, qui pourtant, si on regarde par rapport à la France, en termes de supporters, je veux dire, on reste le plus grand public de France. Je crois qu'il n'y a même pas photo là-dedans. Mais si on est à l'international, eux, ils ont 80 millions de fans digitaux cumulés. C'est 8 fois plus que nous. Pourquoi Et puis, ils sont archi présents justement dans ces pays comme la Chine et les USA. Donc, nous, voilà, le seul espoir, c'est que, voilà, avec Monsieur Ouvrard, visiblement, on est en train maintenant de passer un nouveau cap et d'essayer de redévelopper un petit peu pour rattraper ce retard, notamment avec, c'est matérialisé notamment avec notre présence sur Twitch, qui est vraiment en train d'exploser en ce moment. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Twitch pour voir en fait tout ce qui se passe de l'OM. C'est vraiment de très bonne qualité. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que ce retard, on arrivera vraiment un jour à le combler? Alors, écoute, j'espère qu'on va combler ce retard et j'espère qu'on va se relancer dès samedi pour le match contre Rennes. Notre émission touche à sa fin. C'était un réel plaisir de tous vous accueillir dans vos pays respectifs. Donc, merci beaucoup. Merci à Isabelle. Merci à Elliot. Merci à Olivier. Merci à Philippe d'avoir fait l'effort, d'être venu malgré le décalage horaire que vous pouvez avoir chacun chez vous. Revenez quand vous voulez. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci à toute l'équipe du OM Talking Geneva qui a travaillé dur pour la préparation de Merci à tous. Et qui va travailler dur encore. Merci. Et on espère vous revoir bientôt dans une prochaine émission. Salut à tous. Bye bye et allez l'OM.